Ok. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Mhm. Euh, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie Bandel, donc je suis responsable du dispositif Handigynéco Grand Est. Et ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir le docteur Sébastien Darper, qui se présentera lui-même, hein, qui coordonne le centre de santé sexuelle de Lunéville et qui va nous parler un petit peu du lien entre la pharmacologie et la contraception en lien avec les personnes en situation de handicap. Pour votre information, pour que ce webinaire soit consultable par les personnes qui n'ont pas pu se rendre disponible aujourd'hui, il est enregistré et sera en replay sur notre site internet. Voilà. Je laisse du coup Sébastien se présenter. Écoutez, bonjour à toutes. Bon, je dis toutes parce qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, hein. Voilà, on ne va pas se formaliser. Désolé, messieurs, s'il y a monsieur qui traîne dans la soirée. Alors, moi, je suis Sébastien Dorper. À la base, je suis pharmacien hospitalier. Depuis plusieurs années, je suis sexologue. Et depuis 2018, je gère le centre de santé sexuelle de l'hôpital de Lunéville. Alors, Julie m'a invité pour justement qu'on puisse faire un webinaire ensemble sur pharmacologie et contraception dans le milieu du handicap et voir les spécificités, comment on peut proposer des aides, voilà, aux personnes de terrain dont vous êtes. Alors l'idée, c'est d'avoir un webinaire assez interactif, parce que je ne vous cache pas, c'est toujours compliqué de parler devant un écran, on ne voit pas la tête des gens, alors c'est toujours difficile. Mais voilà, on va essayer de faire les choses au mieux, d'accord? Pour information, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Hélène, qui est notre chargée de communication, regardera et soit on répondra aux questions à la fin, soit selon comment ça fonctionne ou selon les questions, on réinterpellera Sébastien pour qu'il puisse répondre à ce moment-là. Voilà. Donc n'hésitez pas, voilà, à nous interrompre, on est là pour échanger. Alors les objectifs du webinaire, c'est déjà comprendre les différentes méthodes contraceptives. Alors je pense que cette partie-là, on passera assez rapidement, hein. Vous connaissez ça mieux que moi. On partagera aussi, on explorera les effets pharmacologiques et les interactions. Ce qui est important, c'est surtout les interactions médicamenteuses. On sait que les personnes en situation de handicap, en plus dans le handicap intellectuel, on va avoir beaucoup de médicaments qui vont être prescrits. Alors, sur le papier de la littérature, on va avoir beaucoup d'inducteurs enzymatiques, des médicaments où on sait qu'ils vont augmenter la métabolisation par le foie des, de beaucoup de médicaments. Et donc, on peut avoir des taux circulants au niveau sanguin qui sont moins efficaces. Donc, derrière, avec un risque de grossesse. Donc, on verra effectivement qu'est-ce qui est décrit de la littérature. Et même en dehors de ça, essayer d'être toujours à l'écoute en fonction des médicaments que prennent les patients. On adaptera au fil de l'eau, hein, comment adapter l'accompagnement aux femmes en situation de handicap, mais aussi en fonction des handicaps, l'accès à l'information, l'accès, la régularité de prise de certains contraceptifs peut être compliqué, donc on verra qu'est-ce qu'on peut faire. L'idée, c'est vraiment de travailler en équipe, hein. Moi, je ne suis pas là pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse initier, avec votre partage d'expérience, situation par situation, qu'est-ce qu'on pourrait proposer. D'accord? Donc là, vraiment, c'est l'idée de discuter ensemble, de favoriser l'échange, et puis les bonnes pratiques. Alors, je vous propose de commencer, s'il n'y a pas de questions, si tout le monde nous entend et nous voit. Alors, les méthodes hormonales. On a la contraception orale, l'œstrogestatif, que tout le monde connaît. En général, on a soit de l'éthylylstradiol ou de l'œstradiol, qui est associé à un progestatif de synthèse. Donc là, c'est des pilules contraceptives qu'on a de la première, deuxième, troisième, quatrième génération. On va avoir les contraceptions orales progestatives seules, qui sont utilisées, parce que des fois c'est bien utile, hein, surtout chez des patientes. Là, ce qui me vient en tête, c'est les patientes dans le handicap qui peuvent avoir des difficultés de genre dans la transidentité. On sait qu'avoir ces règles, c'est compliqué. Si je suis né homme dans le corps d'une femme, eh bien, c'est compliqué. Donc, on va pouvoir des fois mettre en place des progestatifs ou alors des progestatifs en continu chez des personnes transgenres. On a aussi les DU libérant un progestatif. Là, le progestatif qui est toujours utilisé, c'est le lévono, 1, 2, 3. J'ai du mal à articuler, c'est toujours compliqué. En fin de journée, lévonorgestrel. On va retrouver aussi nos patchs progestatifs à base d'éthylylstradiol et de norelgestromine. On va aussi trouver nos anneaux vaginaux
à base d'œstroprogestatifs, nos implants progestatifs que tout le monde connaît bien. Et puis, on a quelque chose qui est peu prescrit, avec pas trop d'effets indésirables, alors, sauf un effet indésirable aujourd'hui qui est mis en avant, qui est le risque de méningiome. On sait qu'on a un progestatif, qui est une injection trimestrielle, donc ça peut être aussi bien pratique. Mais après, évidemment, on verra comment, dans quelle situation on va pouvoir le prescrire. Mais c'est très très peu prescrit et quand on parle aux pharmaciens et même aux sages-femmes, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas forcément. Et puis on parlera aussi un petit peu sur la contraception d'urgence hormonale, d'accord? Moins de 3 heures, moins de 3 heures, moins de 3 jours ou moins de 5 jours en fonction du délai de la prise de risque. Et derrière, comment on va adapter la contraception, si besoin. Alors, on regarde en même temps s'il n'y a pas de questions. Non, toujours pas de questions. Julie, est-ce que tu souhaites intervenir, poser une question? Non. Ça va. Ça va. OK. Après, on a les méthodes non hormonales. Alors, tout le monde connaît le DU au cuivre. On a aussi des DU cuivre-argent qui existent. D'accord? On a le préservatif masculin-féminin. On a les méthodes barrières comme le diaphragme, la cape cervicale, alors le spermicide. Alors, j'ai mis pour les méthodes dites naturelles. On sait que les méthodes naturelles, ça marche bien jusqu'à ce qu'on tombe enceinte. Donc, voilà, c'est important. Mais beaucoup de jeunes aujourd'hui, dans le handicap et même dans la population générale, viennent avec aujourd'hui des applications, effectivement, des méthodes naturelles pour apprendre. C'est quoi, c'est se retirer avant? Il y a certains qui vont dire se retirer avant l'éjaculation, effectivement. Dans le pré-sperme, on a aussi les spermatozoïdes, donc le risque de tomber enceinte est toujours là. On a aussi nos méthodes dites définitives, la stérilisation tubaire ou la vasectomie chez l'homme. Ce qui est important, c'est toujours de remettre ce livret d'informations du ministère de la Santé sur la contraception définitive. D'accord? On a besoin d'un consentement qui est éclairé et réfléchi. Et les gens, il faut un délai de 4 mois avant de pouvoir programmer effectivement cette contraception définitive. Alors, elle peut être pratiquée sur... Pardon, oui? OK. Ah, si les gens veulent parler, ils peuvent parler. Il faut les laisser parler. Mais non, mais... Non, on coupe la chic. En même temps, j'étais en train de couper. Alors, c'était Cécile qui avait peut-être une question. On a coupé automatiquement le micro, mais bon, c'était peut-être un bug de son à l'ouverture de... Effectivement, je n'ai pas informé au début, mais par automatisme, on coupe les micros. Pas qu'on ne veut pas qu'ils interviennent. C'est juste que très rapidement, on arrive dans des choses où ça peut être un peu compliqué pour les autres s'il y a des bruits ambiants ou ce genre de choses. Voilà, c'est pour ça qu'on coupe les micros, mais il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions. Soit lever la main, soit et on pourra remettre le micro, soit poser des questions dans le chat. OK. Parfait. Alors, la contraception définitive ne peut être pratiquée, bien évidemment, que sur des personnes majeures et pour les personnes en situation de handicap. Même dans le handicap intellectuel, on va aussi avoir un cadre légal qui va permettre de le mettre en place. Alors, sur la diapo suivante, je vous ai mis un peu le texte réglementaire. D'accord? C'est l'article L2123-2 du Code de la santé publique qui dit que la ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée sur une personne majeure dont l'altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié son placement sous tutelle ou sous curatelle que lorsqu'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en œuvre efficacement. Donc voilà, c'est important de voir ce contexte réglementaire. On peut le mettre en place, mais du coup, il faut l'intervention d'une décision du juge des tutelles qui doit être saisie par la personne concernée, les pères et mères ou le représentant légal de la personne concernée. Et effectivement, le juge va auditionner toutes ces personnes et c'est ensemble, c'est le comité d'experts qui va prendre la décision si on met en place sa contraception définitive ou pas. En tout cas, gardez-le en tête, c'est une possibilité pour les personnes des fois en situation de handicap qui vont vous dire moi, j'arrive pas à avoir cette régularité de prendre un contraceptif. Moi, l'implant, je ne le supporte pas. Moi, les autres moyens de contraception, mettre un préservatif, c'est compliqué, j'oublie. Ça peut être une solution. Toujours si le désir. Alors, c'est important. C'est pas aux parents de décider, parce que ça, je le vois souvent. Des fois, les institutions vont dire c'est bon, elle n'est pas capable de, on va prendre la décision.
Non, c'est la personne. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'autodétermination. Même si j'ai un handicap intellectuel, j'ai le droit de décider de mon corps et de C'est ce que j'en fais. important. Très important. Alors, les mécanismes d'action. Alors, je connais quelques personnes dans la salle, donc je pense qu'on a un auditoire essentiellement de sages-femmes, c'est ça? Oui, essentiellement. Alors, il peut y avoir d'autres personnes, parce qu'on ouvre à tous, Oui. mais là, normalement, c'est destination en gynéco, donc c'est essentiellement des sages-femmes femmes. Que les personnes n'hésitent pas d'ailleurs à dire en commentaire leur fonction. Oui, si Oui. besoin. Ouais, n'hésitez pas à dire en commentaire votre fonction si vous voulez interagir entre vous. Ou si il y a des personnes qui sont peut-être Concernées, pas ouais. du corps médical et qui comprennent pas tout, faut pas hésiter aussi. Voilà, mais donc c'est pour Ouais, vulgariser ouais. s'il y a Oui. besoin, quoi. Alors, le mécanisme d'action, des contraceptifs, en tout cas hormonaux, c'est l'action antigonadotrope qui s'exerce à la fois par la contraception œstroprogestative ou alors des progestatifs, mais qui sont macrodosés. D'accord? On a des actions progestatives périphériques, coagulation de la glaire, diminution de la mobilité tubaire, atrophie endométriale. Donc là, on a une action uniquement périphérique pour les microprogestatifs. Et on a une modification de l'endomètre pour la progestérone, on va le voir, et aussi pour tous les DIU au cuivre. Alors là, on va parler un peu de métabolisme. On sait que les médicaments sont très souvent métabolisés par le foie. On a ce qu'on appelle cette famille de molécules, les cytochromes P450. Alors, c'est des grosses protéines qui vont permettre de modifier les molécules qu'on va absorber, donc les médicaments en particulier. Donc, certains vont faire des hydroxylations, certaines vont les couper en deux, certaines vont rajouter différents éléments chimiques pour rendre la molécule moins active. Ou alors, des fois, on a même des médicaments qu'on appelle les prodrogues. On va mettre le médicament. Et en fait, ce qui va être actif, c'est le médicament transformé derrière. Donc là, avec les cytochromes P450, ben, on est tous différents et certains vont en produire plus que d'autres. Donc on a déjà une inégalité, on va dire, individuelle. D'accord? Et c'est important. Le problème, c'est que ces cytochromes P450, eh ben, en fait, plus je vais consommer de substances, alors on va parler de médicaments de manière générale, de substances, et donc plus le corps va répondre et réagir et va en produire encore plus. Et donc on a certains médicaments qui vont naturellement, parce qu'on en prend beaucoup, de fort dosage, en particulier les neuroleptiques, on sait que à force de prendre des fortes doses, le corps va réagir et va dégrader du coup ce médicament beaucoup plus vite, le métaboliser beaucoup plus vite. Donc il faudrait normalement augmenter les doses en regard. Et ce qui est important de faire attention, quels que soient les médicaments qu'on prend, en particulier les neuroleptiques, les dérivés morphiniques, les hypnotiques, on sait que derrière, ils vont produire une augmentation de la métabolisation, et donc derrière, on peut avoir une efficacité contraceptive qui est moindre. Ça, c'est pour beaucoup de médicaments de manière générale. Vous voyez, par exemple, je donne un exemple. Un jour, j'avais un patient en sexologie. Le patient prenait 50 actiskénans et des hypnotiques pour dormir. Vous en prenez un, tu dors pendant une semaine. Okay. Le patient, il en prenait 20 pour pouvoir s'endormir. En fait, il est monté progressivement en augmentant les doses parce que les médicaments faisaient de moins en moins effet. Et donc, en fait, son foie devait hypermétaboliser, mais un truc de dingue. J'avais jamais vu ça. Et il prenait des quantités de médicaments, mais hors normes, hors AMM. Donc, c'est important aussi de questionner vos patients sur leur prise de médicaments parce qu'on va augmenter du coup cette hypermétabolisation et derrière avoir un effet impact négatif de la contraception. Alors, on va regarder un peu dans le détail les médicaments qui sont décrits après dans la littérature et certaines particularités où il faut vraiment faire attention. Alors, les effets secondaires fréquents, vous les connaissez aussi bien que moi, hein. Céphalée, migraine, dysménorrhée, on va avoir des nausées, des spottings, des métrorragies, surtout avec les progestatifs, on va avoir des tensions mammaires, prise de poids, variation d'humeur, fatigue, mais aussi quelque chose qui est... Alors, quand vous regardez dans les RCP, l'RCP, c'est la recommandation, enfin, c'est les fiches que vous ouvrez une boîte de médicaments, c'est tout le blabla sur les effets indésirables du médicament. On sait que les médicaments, tout ce qui touche à la sexualité, c'est sous-déclaré. Donc la baisse de libido, en particulier quand on prend des progestatifs seuls ou associés, on sait que la baisse de libido, elle est très souvent assez importante. D'où l'important de questionner les patients. Alors des fois, ça peut avoir un effet, on va dire, positif. On sait que des patients vont avoir une libido débordante. On a certains soignants, des fois en institution, pour calmer la libido, parce qu'elle peut être problématique. On va mettre en place certains médicaments, donc plutôt des progestatifs, pour arriver à potentiellement calmer la libido.
Ça, c'est intéressant parce que dans pas mal de cas, dans des établissements médico-sociaux où c'est pas connu, cette baisse de libido, on a des comportements qui peuvent être problématiques parce que le patient ou la patiente n'arrive pas à jouir du coup à cause de ces traitements. Alors là, c'est les autres projets statiques, on va avoir effectivement une baisse de libido. Alors, très souvent, dans les structures de handicap, Ouais. voilà, j'ai fait un jour une enquête dans un IME pour savoir le nombre de patients qui étaient sous neuroleptiques. Donc voilà, très fréquent. Et les neuroleptiques, chez les adolescents en tout cas, et les jeunes adultes, on a quasiment un patient sur deux qui est sous neuroleptique. Et puis le Risperdal, c'est celui qui est le plus prescrit, on va dire. Les neuroleptiques vont aussi impacter, non pas que la libido, ils vont impacter ce qu'on appelle la latence orgasmique. C'est-à-dire qu'une personne normale, un individu donné qui a un orgasme en moyenne en 10 minutes, bah, tu le mets sous neuroleptique, et bah, du coup, ça va rallonger à 1 heure, 2 heures. Donc en fait, les gens, ça chauffe tellement qu'à un moment donné, ils abandonnent et ils en ont marre. Et ça crée des comportements problématiques. Et ça crée des comportements problématiques derrière. Désolé. Non, mais c'est important de le dire. Parce que, Voilà. voilà, vous, en tant que sage-femme, eh ben, vous vous occupez de la santé sexuelle de vos patientes. Et c'est important de voir qu'on peut avoir des comportements comme ça, sexuels inappropriés dans les structures, simplement parce qu'on va utiliser un médicament qui va impacter la santé sexuelle de la personne. Baisse de libido, latence orgasmique qui est rallongée. On a certains médicaments, des antidépresseurs, qui vont faire qu'en fait, on a des femmes qui vont avoir même des anorgasmies complètes derrière, parce qu'elles ne peuvent plus avoir de plaisir, d'orgasme, associé à leur sexualité. Donc derrière une tension, ne pas oublier, hein, l'orgasme est là pour décharger les tensions. Donc quelqu'un voulu priver d'avoir des orgasmes, en fait, va monter sous tension permanente et à un moment donné peut avoir de la frustration et surtout de la violence sur elle-même ou envers les autres. Donc c'est quelque chose qui est important à prendre en compte dans la santé sexuelle des personnes en général. Alors, les effets secondaires, aujourd'hui, on parle beaucoup de méningiome, d'accord, qui est dû au désogestrel qu'on va trouver dans Antigone, Optimisette, Cerazette, Elfazette. Donc là, je vous ai mis les études qui ont été faites par la NSM, d'accord, qui montrent qu'on a une augmentation très faible du risque de méningiome qui est identifié chez les femmes de plus de 45 ans lors de l'utilisation prolongée et en cours de contraceptifs à base de désogestrel seul dosé à 75 microgrammes. D'accord? Ce risque, il augmente avec la durée d'utilisation. À partir de 5 ans, l'utilisation est multipliée par 2, au-delà de 7 ans d'exposition. Le risque de méningiome lors de la prise prolongée du désogestrel est cependant très inférieur à celui observé avec la prise, ça c'est plus récent, il y a quelques années on en a déjà entendu parler, prise d'androcure, de lutéran ou luténil. On va avoir effectivement beaucoup de risques de méningiome derrière, avec des prises en charge, on va demander aux gens dans certaines situations de faire des IRM réguliers. Alors, comme tout médicament, il y a des effets indésirables, d'accord? Ça augmente un risque, mais ça ne veut pas dire que parce que j'ai ce médicament-là, que du coup, je vais avoir un méningiome derrière. C'est important. Moi, j'ai été sollicité par des professionnels, des sages-femmes en centre de santé sexuelle en Champagne-Ardenne, où effectivement, il y a des pharmaciens qui ont eu peur et qui ne délivraient plus les pilules à base de progestérone chez les mineurs. Alors, on est d'accord, hein, dans le Vidal, les contraceptifs, ça a toujours été mis à partir de 18 ans. Et en fait, on a toujours prescrit avant. Dès qu'une femme est en âge de procréer, on peut mettre en place une contraception. Donc, il y a quelques endroits, en tout cas sur nos territoires, où des pharmaciens vont se prendre ce droit de ne pas délivrer, alors que légalement, ils n'ont pas ce droit-là. Si jamais vous êtes confronté à ça, demandez à vos patients de changer de pharmacie. Ce n'est pas confraternel ce que je dis, mais c'est important, parce qu'effectivement, aujourd'hui, la loi. Alors, je vois des questions, effectivement, sur les patients souffrant d'encéphalopathie ou d'hydrocéphalie. Alors, moi, voilà, les gens n'étaient pas là au début. Moi, je suis pharmacien hospitalier à la base, donc c'est le médicament, le côté purement médical, gynécologique. Pour les patients souffrant d'encéphalopathie ou d'hydrocéphalie, je préconise, voilà, de l'adresser à une gynécologue ou un gynécologue pour répondre, voilà, à ces questions. Là, on est vraiment dans le côté gynécologie pure, avec des compétences au niveau médical. Et on reviendra vers vous dès qu'on a l'information. D'accord? Le neurologue, voilà, aussi. Le neurologue aussi, le neurologue, après, il n'a peut-être pas forcément, ça dépend des neurologues, hein. Il y a des neurologues qui sont spécialisés dans certains domaines d'activité. Là aussi, il faut que la personne ait l'habitude d'utiliser les médicaments et de travailler avec pour bien les connaître
et savoir qu'est-ce qu'on peut utiliser aujourd'hui ou ne pas utiliser. Donc, c'est une question que Ben, je vais me renseigner et on essaiera de mettre l'information peut-être dans le replay du webinaire en commentaire. Oui, En vous commentaire, pouvez oui. faire une information aussi sur les réseaux sociaux, le site internet. On met Alors, sur le replay, ouais. j'en profite. Le CORES Grand Est, donc c'est le comité de coordination régionale en santé sexuelle, organise fin du mois de septembre. Alors, Julie, tu pourras peut-être partager le lien. Alors, on fera la publication sur nos réseaux et sur nos trucs de communication, donc ils auront l'information. Et donc, on va avoir le docteur Alain Charissou et ses collègues qui vont faire un webinaire spécialement sur les risques de méningiome avec les progestatifs. Il sera en replay aussi. Il sera, alors je ne sais pas s'il sera en replay, mais effectivement, je ferai en Parce sorte que ça peut être qu'il soit en bien que nous, replay. on peut le mettre en commentaire. Du coup, on pourra mettre en commentaire sur. De ce webinaire. Dans un webinaire-là. Comme ça, on fait des liens. Comme ça fait des liens, c'est bien. Voilà. Donc là, effectivement, c'est un webinaire qui est consacré uniquement au méningiome et avec voilà, des médecins qui sont spécialisés sur ce domaine et qui ont aujourd'hui épluché toute la littérature pour voilà, parler pendant 1 heure méningiome et contraception. Alors, les effets bénéfiques de la contraception hormonale. On sait qu'on va avoir derrière, on peut apporter chez les personnes certaines une réduction des dysménorrhées. Pour les personnes, on va l'utiliser pour améliorer l'acné. On va avoir une baisse du risque de cancer de l'ovaire et de l'endomètre. Et on va avoir aussi une amélioration chez les femmes qui souffrent d'endométriose. Donc ça, c'est les bénéfices, il faut aussi en parler. Hein. La contraception, ce n'est pas que des choses négatives, c'est plein de bénéfices positifs pour la santé des femmes. Alors, les contre-indications pour les œstroprogestatifs. Ça, vous les connaissez, hein, thrombose veineuse ou artérielle, thrombophilie, cardiopathie aboligène, hypertension artérielle, angor, affection vasculaire cérébrale. Toutes les circonstances qui augmentent du coup ce risque d'accident cardiovasculaire, c'est le diabète compliqué, les dyslipidémies, l'obésité, le tabagisme, à partir de plus de 10 cigarettes par jour, l'immobilisation, la chirurgie. Donc, toute personne en structure qui est immobilisée de sa vie, faut se poser la question. Migraine avec aura, affection oculaire. Et puis aussi, on a les situations de terrain, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, on a vu, hein, le rat est là pour filtrer. On sait que voilà, les œstroprogestatifs sont éliminés par les urines. Et au niveau hépatique, c'est le foie qui va métaboliser. Donc si le foie ne fonctionne plus bien, et bien derrière, on va avoir des taux de médicaments qui vont augmenter. Donc il faut faire attention. Vascularite, pathologie auto-immune, tumeur hypophysaire, porphyrie, présence de cancer ou de lésion précancéreuse du sein. Ça, c'est les contre-indications à mettre en place des œstroprogestatifs. Alors, les indications médicamenteuses, on a des contre-indications, on va dire absolues, où effectivement, on ne doit pas mettre ce médicament avec un œstroprogestatif. Là, bien évidemment, vous allez voir, on a des médicaments qui sont des antirétroviraux, des médicaments qu'on va retrouver dans le traitement du VIH. Donc, en fait, c'est des médicaments qui agissent sur les virus, d'accord, qui vont effectivement, en association avec des œstroprogestatifs, augmenter l'hépatotoxicité. Donc, du coup, on va avoir une association qui est toxique pour le foie. Idem pour l'ombitazvir, le paritaprévir. Et on a le millepertuis. Alors, le millepertuis, on le met à chaque fois. C'est une plante. Alors, il y a des régions où, comme en Meurthe-et-Moselle, on sait que la phytothérapie, elle est très peu utilisée. Et on a des territoires comme en Moselle, Alsace, où on va avoir beaucoup de patients qui utilisent encore beaucoup de plantes. Où on a des pharmacies qui sont hyper spécialisées dans l'herboristerie. Et donc, effectivement, le millepertuis a des capacités pour calmer les gens. Les gens qui sont en dépression, ça permet d'aller mieux. Donc, en fait, le millepertuis peut être utilisé. Mais là, le problème, c'est que c'est un inducteur enzymatique, donc il va augmenter l'action des enzymes qu'on a au niveau du foie, et donc ils vont dégrader notre contraceptif hormonal. Et donc, du coup, la femme n'est peut-être pas protégée. Okay, donc, il y a un risque de grossesse derrière. Association déconseillée, c'est tous les médicaments inducteurs enzymatiques. Alors là, je vous les ai tous mis, les plus connus, d'accord. Donc, on a le modafinil, on a le ritonavir, le le mévurafénib, le topiramate à forte concentration, plus de 200 mg par jour, le pérampanel, les anticonvulsivants, phénobarbital, phénitoïne. Donc, c'est tous les médicaments anticonvulsivants, c'est tous les gens qui font de l'épilepsie. Donc là, attention, patients épileptiques, ils vont induire du coup une hypermétabolisation
au niveau des cytochrome 450 au niveau du foie. On a aussi certains antibiotiques, d'accord, qui vont aussi agir. Donc, des médicaments qui sont là pour traiter suite à des infections. On va retrouver la rifabutine, la rifampicine. Alors, la rifampicine, on le trouve beaucoup en milieu hospitalier. En ville, c'est plutôt rare. Dans les structures, c'est quand même assez rare, mais ça peut arriver à pas être confronté. Donc, attention d'avoir cette liste de médicaments à côté de vous quand vous prescrivez des contraceptions hormonales. On va avoir une diminution de l'efficacité contraceptive, du coup, par augmentation du métabolisme hépatique du contraceptif hormonal par l'adducteur enzymatique. Donc là, l'idée, c'est de switcher, de proposer autre chose, proposer une autre méthode contraceptive, en particulier plutôt mécanique, pendant la durée de l'association ou le cycle suivant. En manque de peau, si vous avez le médicament là à vie, vous avez une contraception plutôt mécanique qu'il va falloir mettre en place. Alors, je voudrais parler du cas particulier de la lamotrigine. D'accord? Parce que quand on met en place chez un patient, alors il y a les deux cas de figure, c'est j'ai une contraception hormonale, on découvre une épilepsie, et on va mettre en place la lamotrigine. Le problème, c'est qu'il va falloir équilibrer les dosages. Parce que la lamotrigine, derrière, elle va être beaucoup plus vite dégradée, et donc elle aura moins d'effet. À l'inverse, quelqu'un qui est épileptique, chez qui on a une contraception, et bien du coup, le fait de mettre en place la contraception va diminuer le taux de la lamotrigine au niveau sanguin. Donc là aussi, attention, parce que la personne, du coup, on sait qu'on a des seuils où effectivement on est efficace pour diminuer le risque d'avoir une épilepsie. Et là, derrière, on a des patients qui vont pouvoir faire des épilepsies. Alors là, si vous avez un médecin, un gynécologue à côté, pensez toujours à vous appuyer sur le gynécologue, parce que la lamotrigine, contraception hormonale, c'est des choses qu'ils maîtrisent bien. D'accord? Il va falloir réadapter, réajuster la posologie et la lamotrigine. Le cas particulier, effectivement, de l'ulipristal, donc effectivement, c'est dans la contraception d'urgence, on peut utiliser jusqu'à 5 jours après le rapport à risque. On a un risque d'antagonisme des effets du progestatif. D'accord? Donc, on va utiliser une méthode contraceptive additionnelle de type mécanique pendant quelques jours après l'arrêt. On a des patients qui viennent pour faire une contraception d'urgence, et puis dans les centres de santé sexuelle, derrière, on leur propose une contraception. Sauf que vous avez mis la contraception d'urgence, et à ça, vous rajoutez un autre contraceptif, d'accord? Donc, on va avoir un effet d'antagonisme. D'accord? Donc, c'est important de toujours préposer aux gens de mettre un préservatif pendant quelques temps. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde. Donc, ça part, on parle, mais. Après, on a une heure. Je suis désolée, hein, mais Oui, non, mais c'est important. C'est important. Voilà. Médicaments et contraceptifs hormonal. Ah. Alors? Là, on ne la voit pas. Alors, pour les interactions médicamenteuses, effectivement, on a la base prescrire, qui est super efficace. D'accord? Beaucoup d'hôpitaux ont prescrire, donc tous les centres de santé sexuelle ou les sages-femmes qui sont rattachés à un hôpital, vous pouvez accéder à la base prescrire. Rapprochez-vous de pharmaciens, parce que tous les pharmaciens en France ont accès à prescrire. Donc derrière, ils vont pouvoir vous donner les codes pour avoir accès. Après, l'ARS ne donnera pas des codes pour prescrire parce qu'il faut payer. Donc derrière, là, je pense que vous pouvez oublier, sauf si l'ARS veut mettre en place un budget. Mais vu aujourd'hui les circonstances, on va dire, gouvernementales, je ne pense pas qu'on aura des budgets supplémentaires pour pouvoir accéder à prescrire. Mais on peut se tromper. On peut se tromper, ça fait plutôt pas mal. Ouais. Ça serait vraiment bien que tous les professionnels aient accès à prescrire pour justement voir les interactions médicamenteuses. On peut faire remonter en tout cas l'information. je referai remonter à l'ARS. On fera remonter à l'ARS en tout cas, ouais. Je ne garantis rien. Hein. Je n'ai pas de but de dépôt. Hein. Non, mais voilà, mais c'est important. C'est important. Sinon, moindre doute, appelez le pharmacien avec qui vous travaillez. D'accord? C'est le métier du pharmacien, effectivement, de checker ces deux choses-là. Ouais. Appelez les pharmacies hospitalières, il n'y a aucun souci. Hein. Alors, en général,
Les pharmaciens, ils sont là, c'est leur job, quoi. OK? Faut pas hésiter. On dira que c'est Sébastien Darper. Vous dites que c'est Sébastien Darper qui vous envoie. Alors après, je vais peut-être me faire engueuler, mais c'est pas grave. Non, mais c'est important. En général, nous, sur l'UNEVI, en tout cas, à l'époque, quand j'étais pharmacien hospitalier, on a des professionnels qui nous appelaient au quotidien. Et c'est notre rôle aussi d'aider, d'aiguiller, quoi. Donc, votre pharmacien de ville, s'il est à côté, puis vous entendez bien avec lui, sinon le pharmacien hospitalier le plus proche. Parfait. Pas de questions supplémentaires sur les interactions médicamenteuses. Ayez toujours en tête, les médicaments, ils vont augmenter, surtout si la personne en prend de fortes doses, on va augmenter la métabolisation au niveau hépatique. Et donc, derrière, on peut potentiellement avoir un impact sur les contraceptifs. Alors, il y a ce qui est décrit dans la littérature, c'est ce que je vous ai mis, les médicaments inducteurs enzymatiques qui vont agir dessus, le cas particulier de la lamotrigine. Et après, il y a tous les autres médicaments où, effectivement, vous n'aurez pas, ni sur prescrire, ni sur le RCP, vous voyez, sur le Vidal, vous n'aurez pas de contre-indication, d'interaction, de précaution d'emploi, forcément. Mais derrière, alors, pour ceux qui s'y connaissent un peu en cytochrome P450, alors il y en a des centaines et des centaines, vous allez sur le site, un site suisse, d'accord, les Suisses sont très forts là-dessus, vous tapez cytochrome P450, Suisse, et en général, c'est des pharmaciens suisses hospitaliers qui ont mis en place des planches, d'accord, en PDF, où effectivement vous avez les médicaments inducteurs enzymatiques, ceux qui peuvent jouer, et donc ça vous permet, pour ceux qui sont un peu débrouillards, à croiser les données pour voir. Alors, puis cytochrome P4 P4 150. 150. Julie vous mettra, Oui, on mettra le lien. on mettra le je lien, chercherai. d'accord? C'est les hôpitaux universitaires de Genève qui ont mis en place, c'est ça qui travaillent dessus depuis des années. Donc vous allez sur les hôpitaux universitaires de Genève, vous tapez P4 150, donc derrière, Ok. vous aurez des super beaux tableaux qui Bah, sont je bien vais faits. voir et on mettra en lien. Ça marche. Alors, la contraception et le handicap. Et les enjeux sont multiples, on est d'accord, hein? Parce qu'il y a différents types de handicap. Et en fonction des handicaps, ben, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Il y a le besoin d'accessibilité à l'information. Ben, déjà aujourd'hui, en tant que professionnel de santé, vous voyez, on a accès à certaines informations, mais pas toutes, parce que forcément, certaines, comme prescrire, ben, il faut prescrire, il faut cotiser pour pouvoir y accéder. On peut avoir une difficulté d'adhésion au traitement long. On sait qu'il y a des patients qui, au bout d'un certain temps, ne veulent plus prendre de médicaments, c'est compliqué, pour des raisons. Aujourd'hui, on a des jeunes, pour des raisons idéologiques, vous disent j'ai rien dans mon corps. Et à côté de ça, ils fument et puis ils vont manger au McDo. Et puis ils sont contre les contraceptions. Les contraceptions, non, mais c'est une réalité, quoi. On a aujourd'hui des enjeux qui sont autres. On a une polymédication qui est beaucoup plus fréquente dans le handicap que dans la population générale. Donc derrière, pensez toujours que ces médicaments peuvent impacter la contraception hormonale. Et puis, entourez-vous de personnes, d'avoir un pharmacien, un gynécologue à proximité pour pouvoir échanger sur les effets du médicament, les interactions médicamenteuses, et puis aussi l'impact du médicament sur la santé sexuelle. Je parle de la casquette sexologie, mais les médicaments impactent énormément la santé sexuelle. Donc c'est important, surtout quand vous prenez en charge des usagers, de faire ça dans sa globalité et avoir vraiment une approche holistique du patient et pas une saucissonnée comme on a l'habitude de l'avoir en France. Où chacun a sa spécialité, et puis derrière, transmet à l'autre. Vous voyez, avoir cette vision globale. Alors, dans le handicap moteur, ben, les difficultés, c'est surtout comment manipuler mes contraceptifs, arriver à les prendre et déblistérer. Parce que moi, des fois, je vois des gens qui ouvrent tous les médicaments, les mettent dans un pot, que c'est plus facile de prendre un après l'autre. Sauf que les médicaments, ils ont des interactions entre elles, même si c'est médicament contre médicament. Il y a des médicaments qui ont besoin d'être mis sous blister, donc pour éviter qu'ils s'hydratent et donc qu'ils se dégradent. Donc là aussi, c'est important de ne pas tout les déblistérer et puis avoir les médicaments le sortir au fur et à mesure. Du coup, parce que dans les établissements, on a quand même beaucoup les piluliers. Ah, un gros merdier. Pardon, je ne devrais pas dire ce genre de choses. Je les ai connus, moi, Ouais. j'ai beaucoup connu les piluliers, où les piluliers sont faits une semaine à l'avance, minimum. Ouais. Donc là, tu as des interactions médicamenteuses. Demain, tu as un retrait de l'eau d'un médicament qui, au niveau de la fabrication, on s'aperçoit qu'il est sous-dosé, surdosé, ou il y a un problème de toxicité. L'eau. En fait, le loup, tu ne sais pas lequel que c'est. Donc, du coup, tu as mis des médicaments, on ne sait pas, on laisse. Après, tu as le problème d'identification. Parce que le patient, il dit, bah, non, celui-là, je n'ai pas besoin d'antibiotiques pour dormir. Sauf que tu as changé le générique entre-temps, et puis tu enlèves l'anti-épileptique au lieu de l'hypnotique. Eh ben, du coup, il se trompe. Parce que le médicament, même moi qui suis pharmacien, tu mets plein de médicaments sous les yeux, je suis incapable de te les reconnaître.
c'est compliqué. Après, on a aussi la problématique de interaction médicamenteuse entre eux. Même dans le pilulier, on a des réactions qui se passent chimiques. Donc, on peut avoir des pertes d'efficacité, des médicaments moins actifs. Après, on a les médicaments aussi, on a des fois dans les blisters, des films protecteurs pour les protéger des UV. Vous voyez, c'est tout bête, le Lasix, qui est un diurétique pour faire pipi. Plein de gens ont ça, parce que du coup, j'ai de l'hypertension, donc du coup, on va aller uriner plus souvent. C'est un médicament, s'il est à la lumière, il est vite dégradé, quoi. Donc, tu le mets dans un pilulier devant la fenêtre pendant une semaine, le médicament, il sert à que dalle. Déjà, il faut des piluliers en plus de ça qui ne prennent pas la lumière, enfin, qui sont pas Alors, si, on peut mettre des piluliers, mais on laisse le blister. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est important. On peut avoir un pilulier, mais si on découpe, on laisse le blister. En termes de bonne pratique, on peut l'identifier, on peut approcher le lot, on n'enlève pas les médicaments. On déblistérise pas le médicament, on n'est pas comme ça tous ensemble dans un pilulier. Ouais. Ça marche, on a noté. Et donc, pour les pilules stroprogestatives, c'est aussi important, surtout quand ils sont microdosés. On a des dosages très faibles. Donc derrière, on ne les met pas au soleil, on ne les met pas au contact de l'humidité ou au contact d'autres médicaments. C'est une petite note pour. Je pense que c'est pas fait partout. Il y a plein d'études aujourd'hui qui commencent à être faites et qui alimentent. Effectivement, on se rend compte que c'est catastrophique. Alors, je ne parle pas des endroits où le patient n'est pas capable de l'avaler, où on met tout dans le même sachet et on écrase tout. Ah, ça arrive souvent, ça. On va continuer parce que. Non, mais c'est important parce que du coup, voilà, en tant que soignant, vous devez te sensibiliser aussi dans les structures. Si vous prescrivez une contraception hormonale, et mettre derrière, s'assurer du bon usage du médicament. Sinon, on a, comme malheureusement assez souvent quand même, des grossesses non désirées, on ne comprend pas pourquoi. On fera une information de bonne pratique. bah ouais, je vais le faire. Et en même temps, juste, est-ce que les pilules font partie de ces médicaments qui, en entrant en contact d'un autre médicament ou bien en étant au soleil, peuvent perdre de leur efficacité? Alors, ce n'est pas ce qui est le plus décrit. D'accord. Mais aujourd'hui, en vrai, vous prenez un médicament, des médicaments, il y en a combien aujourd'hui des molécules différentes? On a à peu près 10 000 molécules différentes. D'accord? Il n'y a pas eu des tests. En fait, on n'a pas testé les 10 000 molécules chacune envers les autres. Donc, il y a des choses qu'on sait, parce qu'elles sont très prescrites, et on voit, surtout dans les hôpitaux, les EHPAD, que du coup, il y a des médicaments qui ne marchent plus. C'était pourquoi on fait les études et on comprend. Mais en fait, les tests ne sont pas faits partout. Donc, en fait, au fur et à mesure de l'eau, là aussi, vous allez sur le site Prescrire. Ils ont fait un tableur extraordinaire sur les médicaments à ne pas écraser, parce que du coup, pas écraser tout court, parce que du coup, ils sont plus efficaces s'ils sont écrasés. Ça aussi, c'est une réalité. Les médicaments à ne pas écraser ensemble, et ceux à protéger de la lumière. Donc, Prescrire, ils sont hyper au point sur tous ces sujets-là. Ça devrait vous motiver en fait, à vous abonner. À prescrire. Ben, je ne dis pas toi, mais tout le monde, quoi. Tout professionnel. Handicap moteur, on revient. Je vois l'heure qui passe après, on continue une heure. La dépendance vis-à-vis des soignants, parce que effectivement, demain on change de soignant, demain un soignant va oublier, ben, c'est compliqué. On sait que dans les contraceptions hormonales, on ne peut pas se permettre un jour d'oublier de prendre son médicament. Parce que du coup, derrière, il y a un risque de grossesse. Vous oubliez votre statine, c'est pas grave, vous le reprenez le lendemain, il n'y a pas d'impact. Par contre, les contraceptions hormonales, on ne peut pas se permettre. Donc là aussi, c'est important. Et puis, il y a tout ce qui est risque accru de thrombose via l'immobilité. Ben, je suis alité, je suis assis toute la journée. Ça prendre en compte aussi dans le choix de la contraception qu'on va mettre en place. Handicap cognitif, ben, il y a la compréhension limitée du traitement. Ça, effectivement, on le comprend bien. Hein. L'importance du consentement éclairé. Parce que n'oubliez pas, l'autodétermination du patient, ils doivent décider. Mais pour décider, il faut que je puisse comprendre. Et pour comprendre, eh ben, il faut prendre du temps. Et quand on est soignant dans le milieu du handicap, ben, ce n'est pas une consultation, comme en ville, où on voit la patiente une demi-heure et ça va. Là, effectivement, c'est des consultations qui peuvent durer 1 heure, et au bout d'1 heure, on n'est pas certain que la personne ait compris. Et qu'il faut arriver à revoir plusieurs fois avant de pouvoir être certain que la personne ait vraiment compris. Donc le consentement, ben, dans le handicap, ça prend beaucoup de temps. Quoi. Après, on a aussi le risque de mauvaise observance, parce que derrière, ils vous disent oui, mais pas forcément fait. C'est compliqué. Et puis le rôle des aidants derrière. Ce qu'ils font, ce qu'ils oublient, aussi, vous voyez. Est-ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils veulent pas? Est-ce qu'ils veulent pas? Compliqué. Handicap sensoriel, l'accessibilité de l'information. Il n'y a pas tout qui est écrit en braille. Donc c'est pas forcément facile. Hein. C'est compliqué. Adaptation des supports, importance du relais par les professionnels de santé. Donc là aussi, ça prend du temps. Ce qui est bien avec Handy Gynéco, c'est on forme les professionnels
dans la spécificité du handicap, mais surtout, ce qui est majeur, c'est qu'on prend son temps. Oui, et puis comme elles interviennent dans les établissements, il y a ce lien, ce que tu disais, de ne pas rester seul, il y a quand même ce lien avec les professionnels de l'établissement qui, eux, savent comment on communique avec la personne. Donc, dès qu'il y a un souci de communication ou une information à donner, elles peuvent s'appuyer sur les professionnels de l'établissement. Et ça, c'est important. Éthique et droit, alors, on l'a dit, hein, respect et droit de chacun. Aujourd'hui, quand on voit l'histoire en France, en Europe, encore aujourd'hui en Chine, où on a stérilisé de force les gens. En tout cas, aujourd'hui, en France, on ne peut pas imposer une contraception à quelqu'un. Il faut que la personne donne son accord. D'accord? L'importance du projet de vie, moi, je vois beaucoup de jeunes qui viennent et qui me disent, je souhaite entrer dans un processus pour avoir un enfant. Et là, c'est tout le travail, on va dire, pédagogique. Il y a l'importance du médicament. Qu'est-ce qu'on met en place? Quel bon médicament au bon patient au bon moment? Pour justement, à un moment donné, leur expliquer que, avant de rentrer dans ce projet-là, peut-être checker qu'est-ce qu'il faut pas à un enfant. Et des fois, il y a des jeunes qui me disent, pour l'instant, tant que j'ai pas encore d'appartement et qu'on n'est pas autonome, on utilise une contraception. Et du coup, qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? C'est important de vraiment les aider à se construire. Et puis derrière, il y a tout ce qui est épanouissement sexuel. Donc si une contraception ne va pas parce que du coup la personne n'a plus de libido, n'arrive plus à avoir d'orgasme, l'idée c'est peut-être de changer. Des fois, juste en changeant de molécule, on reste dans la même classe thérapeutique. Juste en changeant de molécule, l'effet indésirable peut ne pas être là. Alors lui, on a un effet indésirable classe, par exemple, pour les progestatifs. Mais des fois, il y en a un qui va plus marcher que l'autre. L'autre n'aura pas l'effet. Ça vaut le coup d'essayer de changer. Alors, voilà, pour conclure, il faut adapter la contraception à chaque femme, ça on l'a bien compris, parce que chacune a un mode de vie qui est différent, chacune a un handicap qui est différent, et chacune va prendre aussi peut-être des médicaments qui sont différents, et donc il va falloir adapter. Il va falloir réfléchir et se poser la bonne question. L'idée, c'est pas vous devez tout savoir et vous devez tout mettre en place. L'idée, c'est face à une situation, effectivement, la patiente, son mode de vie, comment elle fonctionne, prendre du temps, expliquer les différentes contraceptions possibles, pouvoir l'aiguiller, l'aider. On est là aussi, c'est notre rôle, c'est de conseiller, parce que voilà, vu votre situation, moi, je vous conseillerais plutôt ça. Avec les médicaments que vous prenez, je ne maîtrise pas tout, je vais me renseigner. Je vais appeler le pharmacien de la structure, je vais appeler mon collègue en ville. Travailler en équipe. Travailler en équipe, je mets tout seul, c'est important. Parce que seul, on n'est pas bon, quoi. D'accord? On ne le dira jamais assez. Parce que nous, les professionnels, on travaille beaucoup trop tout seul. Il faut que ça change. Non, c'est une réalité, quoi. C'est une réalité. Alors, il nous reste un quart d'heure, justement, pour ce temps, pour pouvoir débattre entre nous, échanger, débriefer. Du coup, on va mettre les caméras et on va pouvoir discuter. On peut échanger sans problème. Alors, je vais peut-être poser la première question, ça débloquera peut-être les questions par la suite. Souvent, ce que j'ai pu avoir comme retour des sages-femmes dans les établissements, alors pas forcément dans du gynéco, déjà de manière générale, c'est oui, mais c'est le professionnel ou c'est le tuteur qui me dit qu'il faut la mettre sous pilule ou qu'il faut mettre un implant, etc. Alors, c'est compliqué pour une sage-femme de se positionner face à ça, parce qu'il y a quand même ce lien qui doit persister, puisque le but, c'est quand même de continuer à avoir la jeune femme, ou la femme. C'est aussi un peu la problématique. Donc, je ne sais pas, moi, en tant que soignant. Alors, on a remarqué pour des autres, c'est quand même génial, c'est qu'à la fois, il y a le droit du patient qui est quand même primordial, c'est-à-dire on doit respecter son droit, son devoir. Parfois, effectivement, on a des personnes qui veulent, mais on sait que derrière, ça va être catastrophique, parce que si elle tombe enceinte, comment va être pris en charge l'enfant? Donc l'idée, c'est pas d'interdire, jamais, on ne doit jamais décider pour eux, mais toujours mettre en regard, vraiment dans le service, c'est ce que nous, on prône. C'est quand tu as une jeune fille qui vient qui dit je veux enlever l'implant tout de suite. Non, on va d'abord se voir, discuter pourquoi et comment. Et par contre, quand tu décideras, quand on va te donner toute l'information, pourquoi? Alors pourquoi? Parce que je vais tomber enceinte. Ok, comment? En général, on voit aussi le copain qui va avec. Là, ça fait penser à une histoire il n'y a pas longtemps. Le copain, en fait, il me dit, mais moi, je ne veux pas être papa. En fait, elle me force pour être père. Donc, du coup, on a travaillé avec le mec pour dire, c'est ton autodétermination aussi. Toi, tu ne veux pas être papa, donc elle ne doit pas te forcer.
ce que vous tombez enceinte. Donc, du coup, le jeune dit, bah, je mets le préservatif et comme ça, moi, je suis tranquille. Donc, du coup, la contraception est portée par l'homme et pas uniquement par la femme. Mm. Donc, ouais, c'est important de voir les deux, de discuter, parce que un bébé, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait à deux. Et donc, c'est important que les deux puissent en échanger. Donc, des fois, ça permet d'éliminer les situations. Des fois, c'est passager, ça peut être des coups de tête. Donc, vraiment prendre son temps et puis échanger. Et là aussi, le côté pluriprofessionnel est important. C'est moi, ma collègue Lucie, qui est sage-femme, bah, va discuter, va changer, mettre en place des choses. Du coup, elle me l'envoie, elle dit, attendez, il y a le sexologue qui est là. Vous allez le voir, et puis on échange, on discute. On amène des éléments. Bah, pour avoir un enfant, il faut quoi? C'est important aussi. Pourquoi je veux un enfant? Est-ce que je veux un enfant pour moi? Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les conséquences derrière? On sait que les structures, aujourd'hui, très peu de structures accueillent une femme avec un enfant, c'est compliqué. Donc derrière, leur expliquer, mais demain, vous allez où? Qu'est-ce que vous faites? Parce que vous savez que la structure ne pourra pas vous garder. Puis là, ça fait réfléchir. Et puis là, on discute. Vous voyez? Jamais rien sans le patient. On n'a pas à décider pour eux. Mais par contre, on est là pour les accompagner. Porter toute l'information nécessaire. C'est ça. Et ça prend du temps. Ça prend un temps extraordinairement long. Des fois, on passe des heures et des heures et des heures. Mais ça leur permet de prendre une décision éclairée. Voilà, j'ai lancé ma première question. Est-ce que l'une d'entre vous a une question sur ce qui a pu être dit jusque-là? Où tout était clair, c'est parfait, et on est au top. Alors, je suis sûr qu'Isabelle a une question. Elle croyait que je ne l'avais pas vue, mais je la vois. Bonjour. Merci, c'était très clair. Et alors nous, au niveau du conseil départemental des Vosges, on a la chance de bientôt suivre la formation d'Iginéco. Donc merci à Julie qui est en train de l'organiser. Et du coup, voilà, on est ravis de rentrer dans cette démarche. Donc je pense que ça sera un thème qui fera partie de la formation pour toutes les collègues, j'imagine. Le thème traité aujourd'hui? Oui. Non, pas du tout. Non, d'accord, il n'y aura pas de... Non, mais je suis honnête. Bah, moi, je on ne n'a pas. je pensais que Il y a tellement de choses en 3 jours que c'est pour ça qu'on a justement Ouais, fait ces webinaires D'accord. pour compléter la formation et l'information. Et justement, parce qu'en 3 jours, on met tellement de choses dans ces 3 jours qu'on ne pouvait pas. Enfin, à un moment, il fallait faire des choix. Et effectivement, ça n'a pas, mais même national, hein, ça n'a pas du tout été un choix de parler de la pharmacologie. Et c'est lors des formations où les sages-femmes, mais même moi, je ne me suis pas posé la question, j'avoue, enfin, je ne me suis pas posé la question, on en avait déjà parlé, mais ce n'est pas forcément quelque chose que j'avais intégré, moi, dans la formation. Et c'est les sages-femmes, lors de la formation, qui m'ont posé la question. Et bien évidemment, moi, je n'ai aucune compétence là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on en a fait un webinaire. Voilà, c'est vraiment pour pouvoir répondre à soit ce qu'on ne peut pas traiter sur les 3 jours, dont ça, soit quelque chose qui n'était pas clair parce que pas assez long sur ces 3 jours-là. Et donc, on reprend un peu plus en profondeur sur 1 heure en webinaire. Après, je ne parle pas pour les sages-femmes parce que là, c'est pas mon métier, mais travaillant avec une sage-femme, je sais que Lucie, toutes les semaines, elle m'interpelle pour me dire, voilà, j'ai le patient qui a le médicament là, qu'est-ce que tu penses? Et c'est vrai que je pense que c'est des questions que vous avez quand même au quotidien par rapport au traitement de vos patients, quoi. Et c'est hyper important parce que on voit que des médicaments qui vont effectivement, qui sont inducteurs enzymatiques, où on sait que eux, le sucre 150, ils y vont à fond et ils te dégradent tout. Donc ça, attention, surtout, on ne met pas en place une contraception progestative parce que du coup, on sait que ça ne marchera pas. Mais on a plein d'autres médicaments qui potentiellement pourraient avoir un effet. Et dans ce cas-là, on va proposer peut-être autre chose à l'ADEME. Et voilà, en tout cas, d'où la raison de ce webinaire. Donc, dans la formation, par contre, on dit qu'on a les webinaires. C'est comme les mesures de protection, on n'en parle pas. D'accord. Alors, on va en aborder s'il y a besoin, s'il y a des questions. Là, pour le coup, je sais répondre. On peut aborder, mais ce n'est pas une thématique de la formation. Moi, c'est pas le national n'a pas. On doit suivre un peu le national. Vous voyez, c'est une possibilité aujourd'hui, quand on parlait des contraceptions, on va dire définitives. Dans le handicap, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas. Finalement, la loi prévoit une possibilité. Alors oui, il y a des garde-fous, il y a passer devant un juge, mais c'est possible si la personne le veut vraiment. Et moi, je croise des fois des femmes qui me disent, non, non, je n'ai surtout pas d'enfant. Et
Et puis du coup, c'est compliqué, j'ai une vie sexuelle, il faut que je pense au préservatif, mais en fait, j'y pense pas parce que dans l'action, je l'oublie. Avoir l'implant, c'est pratique, mais aujourd'hui, les gens entendent parler de méningio, mais du coup, tu te poses la question. Tu as le progestatif, on va mettre l'injection intramusculaire tous les 3 mois. En plus, ça coûte pas cher, ça coûte 2 euros l'injection. Mais par contre, derrière, le risque de méningio est aussi augmenté, comme c'est un progestatif qui fait partie de ce, comment dire, provoque des méningiomes. Donc, c'est toujours des balances bénéfices-risques. Qu'est-ce qu'on veut pour les patients? Il y a une question là. Alors, si les pros, gynécologues, pharmaciens ne sont pas faciles à contacter, car il est possible de faire des demandes C'est par... possible de faire des demandes par Omnidoc. Alors, moi, je me pose la question aussi, c'est quoi Omnidoc? Désolé, je ne connais pas. Elle est où, Amélie? Amélie, tu peux ouvrir ton micro si tu veux. Oui. Ils peuvent réactiver le micro, il n'y a pas de souci. Elle ne peut pas. Non, je ne peux pas. Ah. Alors, on vous lit. C'est quoi Omnidoc? En même temps. Désolé, mon acculturation, mais je ne connais pas. C'est une plateforme Plateforme de collaboration médicale. Pourquoi pas? C'est la chérie de Nancy. Très bien. Alors, s'il y a une telle expertise avec effectivement des gynécos derrière, ouais, il faut l'utiliser. Surtout qu'au CHU, on a des professionnels qui sont hyper compétents sur On mettra aussi l'info. Oui, on va regarder ça et on mettra l'information. Bon, après, des pharmaciens, vous en avez sur tout le territoire. Le seul professionnel de la santé aujourd'hui qui a une obligation de s'installer sur des endroits définis, c'est bien le pharmacien. Donc, dans un rayon de 10 km, si on va en Meuse, dans les grands champs, il n'y a que du blé. Mais c'est vrai, c'était mais autrement, voilà. En général, vous avez une pharmacie pour tous les 2000 habitants en France. Non, mais on va trouver Omnidoc. Si on peut donner l'info, encore une fois, on la donnera. Ouais. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'autres thématiques. Ou d'autres thématiques que vous voulez aborder dans des webinaires Ou approfondir celle-ci aussi. Pour information, les 3 prochains webinaires vont être, même si on en a déjà fait un, mais vont être consacrés aux mesures de protection parce qu'on a beaucoup de questions autour de ça. Des mesures de protection, qu'est-ce que je peux faire, pas faire, à quel moment j'ai besoin du tuteur, du curateur, etc., etc. Et en plus de ça, nous, on relève, quand on intervient dans les établissements, des fonctionnements très incorrects, on va dire. Alors, si je peux rebondir sur la vacataire de sexologue, pour tous ceux qui touchent à la vie affective et sexuelle, tuteurs et curateurs n'ont pas leur mot à dire. Non. Très souvent, on leur demande leur avis, ils n'ont rien à dire. Une femme, une jeune fille, même mineure, même qui a 12 ans, qui veut accéder à de la contraception, même qu'elle a un handicap intellectuel, personne ne doit s'y opposer. C'est son droit le plus formel. Ah oui, mais on est d'accord. Et ça, dans les structures, je le vois trop souvent. On dit oui, mais elle est mineure. Non, elle a 12 ans, elle est pubère, elle a une activité sexuelle. Vous devez l'accompagner dans un centre en santé sexuelle pour mettre en place une contraception si elle le souhaite. Même une contraception d'urgence, même une IVG. C'est inscrit dans la loi. Le mineur a des droits, en tout cas en France. C'est pas partout pareil. Non. Mais voilà, là récemment, j'ai eu un médecin coordonnateur qui me dit, moi, de toute façon, dès que ça concerne la santé, j'interpelle le tuteur ou le curateur. Je fais des bons sur ma chaise. Donc, on va refaire cette thématique parce que c'est déjà d'une très importante pour les personnes. Enfin, là, on usurpe complètement leurs droits. Donc voilà. En tout cas, pour les 3 prochains, ça sera là-dessus. Et sinon, on est tout à fait ouvert à d'autres propositions de webinaires si vous en avez besoin ou que vous ressentez le besoin de thématiques. Voilà. Bon. Écoutez, si c'est bon pour vous, je vous remercie beaucoup d'avoir été présente. Je vous souhaite une belle soirée. J'en soirée.
On peut dire qu'on est en soirée. Dans 4 minutes, on va aller voir l'apéro. Ok. Une belle soirée, donc bon apéro. Et à bientôt. Bonne soirée. Merci Bonne beaucoup. soirée. En tout cas, merci beaucoup de vous être connectés. Et merci à Sébastien. N'hésitez pas à solliciter les professionnels, vos pharmaciens, pour tout ce qui touche aux médicaments et à la sexualité. C'est leur domaine de compétence. D'accord? Ne pas hésiter. Ils sont là pour ça. On a bien compris. On va essayer de les solliciter. On va bien voir s'ils sont aussi gentils que vous. Alors, pas tous, Tu me dis, mais vous verrez. tu me le dis et je beaucoup le le sont. comprends à Sébastien. D'accord. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.